Le 19 juillet 2023, Christopher Nolan sortait Oppenheimer, un biopic qui retrace la vie de Robert Oppenheimer, le directeur scientifique du projet Manhattan, souvent désigné comme le père de la bombe atomique. Et dans ce genre de film, on comprend bien où se situe la difficulté pour Nolan. Il doit représenter un génie qui a œuvré à faire progresser la technique, mais qui au final est avant tout associé aux événements tragiques causés par sa création, et donc à des périodes parmi les plus terribles de l'histoire. Enfin, ce dont on va parler aujourd'hui est bien différent. Mais ce que je voulais dire, c'est que via certaines thématiques traitées, l'idée de faire un biopic sur Robert Oppenheimer comme Nolan peut être mise en parallèle avec celle qu'avait eu Miyazaki en présentant Jiro Horikoshi sur le grand écran. Puisque oui, contrairement à ce que pourrait laisser penser son format animé, Le vent se lève est bel et bien lui aussi un biopic. Un film qui raconte la vie de l'ingénieur japonais Jiro Horikoshi, personnage emblématique dont on suit la trajectoire depuis son enfance où il rêvait de devenir ingénieur jusqu'à sa consécration ultime, la création du Mitsubishi A6M0. Cet avion, qui bien que techniquement révolutionnaire comme on va le voir, est surtout aujourd'hui tristement associé à des événements tragiques de la Seconde Guerre mondiale, donc un peu comme pour Oppenheimer et la bombe atomique. Bref, aujourd'hui on va parler histoire de l'aviation, histoire du Japon, kamikaze, mais on va surtout parler de Jiro Horikoshi, ce qui finira par nous faire réaliser que ce film est le plus personnel d'Hayao Miyazaki. Dans Le vent se lève, Jiro Horikoshi fait l'expérience de rêves lucides au cours desquels son aspiration pour l'aviation se développe, et ces phases de sommeil sont essentielles dans la construction du personnage. Or justement, bien dormir, c'est un des objectifs pour lequel le sponsor de cette vidéo pourra t'aider. Puisque Emma, leur mission, c'est d'améliorer notre expérience de sommeil. Pour ce faire, ils intègrent les meilleures technologies à leur matelas afin de nous garantir des nuits de qualité. Donc pour tous ceux qui, comme Jiro, charbonnent toute la journée, je ne peux que vous conseiller les matelas Emma pour recharger vos batteries la nuit. La marque propose une gamme assez large, parmi laquelle on retrouve le Original 2 et le Hybrid 2, qui sont leurs produits phares et qui peuvent être complétés par leur gamme d'accessoires pour le sommeil. Ils m'ont d'ailleurs envoyé un oreiller premium ainsi qu'un matelas Hybrid 2 pour ma mère, qu'elle utilise et qu'elle a validé. Puis de mon côté, j'ai opté pour un surmatelas. Je connaissais pas, mais tu poses ça sur ton matelas, ça rajoute une couche plus soft sur un matelas ferme, et là encore, agréablement surpris du résultat. Donc si toi aussi tu veux te procurer un produit pour booster ton sommeil, profite du Black Friday Emma qui propose déjà des offres exceptionnelles et que tu peux combiner avec mon code promo GOTABOR pour ajouter 10% de réduction. Pour accéder à tout ça, ça se passe sur mon lien en description, d'autant que t'as un essai sans risque de 100 nuits à l'issue desquelles tu peux renvoyer sans frais si t'es pas convaincu. Et merci à Emma pour la confiance. L'aviation occupe une place centrale dans la filmographie de Miyazaki. Presque tous ses films contiennent des engins volants en tout genre. Mais le réalisateur ne se contente pas de représenter de simples avions. Non, il imagine des modèles spécialement pour ses œuvres, poussant même le détail jusqu'à une représentation méticuleuse des mécanismes. Oui, avec ce genre de visuel, on comprend que les avions, il aime ça, et pas qu'un peu. Et cette passion, elle remonte sans doute à l'enfance d'Hayao Miyazaki, c'est-à-dire que dès son plus jeune âge, il est plongé dans le milieu de l'aviation, puisque son père, Katsuji Miyazaki, ne fait pas n'importe quel métier. Il est à la tête d'une petite entreprise sobrement nommée Miyazaki Airplanes, spécialisée dans la production de pièces détachées d'avions. Maintenant, il y a un élément que je n'ai pas encore mentionné sur l'enfance d'Hayao Miyazaki. Il est né en 1941, une année où le Japon est bien loin du calme qu'on lui connaît aujourd'hui, puisqu'à cette époque, il est en guerre avec tous ses voisins dans l'océan Pacifique. On est donc dans un contexte où leur industrie militaire est en plein essor, et donne naissance à des armes parfois pionnières dans leur domaine, comme le Mitsubishi A6M0, un avion de guerre dont certaines des pièces seront justement produites chez Miyazaki Airplanes, et surtout un avion dont l'ingénieur en chef fut un certain Jiro Horikoshi. Présentez-vous. Bonjour à tous, je m'appelle Jiro Horikoshi. Bien, mettez-vous au travail. Entendu. Enfin, à ce stade, on a donc d'un côté Miyazaki Airplane, un modèle japonais devenu culte, un ingénieur aéronautique de génie, et au milieu de tout ça, on a bien sûr un enfant passionné d'aviation. C'est ainsi que tous ces points convergent et nous amènent des années plus tard en 2009, une année où Hayao Miyazaki a bien grandi et où il dessine un manga centré sur l'histoire de l'ingénieur japonais Jiro Horikoshi. で、ある雑誌に漫画を連載したんです。それを見たプロデューサーがこれをアニメーションにしようとしてはいかがかと聞いたんですけど、
言い出したんですね。 En effet, sur les conseils d'un producteur du studio Ghibli, Miyazaki adaptera son manga pour ce qui était alors annoncé comme son dernier film. C'est ainsi qu'avec Le vent se lève, en 2013, Hayao Miyazaki présente l'une de ses créations les plus singulières, se différenciant de tous ses autres films, tant cette fois-ci, l'univers qui nous y est présenté est ancré dans le réel. Pour la première fois, le maître raconte l'histoire de quelqu'un qui a réellement existé dans un biopic animé par le studio Ghibli. Et ce pari, Miyazaki le savait risqué. 初めから子供たちが対象でない映画を作るのはためらいがありました。 Et si Le vent se lève n'est pas un film pour enfants, c'est parce que, comme on va le voir, il aborde indirectement l'un des sujets les plus sensibles de la Seconde Guerre mondiale. Mais avant de parler de ça, faut qu'on remette du contexte. Avant de plonger dans l'histoire que je vais vous raconter, il faut que je précise quelque chose. Je vous ai présenté Le vent se lève comme un biopic, et c'est vrai que le film regorge de détails qui résonnent avec des faits réels ou des moments marquants de l'histoire de l'aviation. Mais attention, le terme biopic de Jiro Horikoshi est à nuancer, puisque oui, cet homme a bel et bien existé, mais le personnage qu'on découvre dans le film est en grande partie créé de toutes pièces, et surtout, toute la dimension histoire d'amour de sa vie est quant à elle 100% inventée. Elle a juste été ajoutée par Miyazaki pour donner de l'épaisseur à son œuvre et pour rendre hommage à une autre figure historique japonaise, Tatsuo Hori, un célèbre auteur japonais donc qui dans son livre Le vent se lève raconte l'histoire de la relation entre un écrivain et sa fiancée mourante atteinte de la tuberculose. Le parallèle est assez clair et on comprend mieux pourquoi ce film est présenté comme un hommage à deux hommes que Miyazaki semblait beaucoup admirer, une idée qui renforce le côté très personnel de ce film. 二郎もそれから堀達夫もその1930年代の僕が最も好きな日本人の2人です。 Au passage, on peut remarquer que même en VO, Le vent se lève est prononcé en français. Arigato. Le vent se lève. Il fontonte de vivo. Et ça c'est parce qu'à la toute base, l'auteur Tatsuo Hori s'est lui-même inspiré d'un français pour le titre de son roman, le poète Paul Valéry, qui est lui aussi crédité dans le film. Bref, au-delà de cette histoire d'amour inspirée par Tatsuo Hori, que raconte le film? Eh bien, Le vent se lève, c'est avant tout l'histoire d'une obsession, celle d'un enfant pour l'aviation. Un Jiro Horikoshi fictif qu'on voit dès le début du film, enfant, sur son toit, rêvant de devenir pilote d'avion. Mais cet enfant, comme en témoignent ses lunettes, il a un gros problème de vue. Ainsi, il comprendra vite que son plus grand rêve était compromis. Pas grave, ce petit Jiro est si passionné d'aviation que s'il ne peut pas être pilote, alors il réalisera un autre rêve. Il deviendra ingénieur et inventera des avions. Plus tard, je voudrais être ingénieur en aéronautique. Ingénieur? Tu as fait un beau rêve à ce que je vois. Le film nous fait alors suivre la vie d'un jeune homme rêveur qui grandit, cherchant à trouver sa voie en poursuivant sa passion pour l'aviation. Très loin d'imaginer à ce stade que son talent sera mis à contribution plus tard pour des causes qui le dépasseront totalement. Maintenant, quand je parle d'obsession pour l'aviation, il y a une séquence qui l'illustre parfaitement. Une scène qui nous montre que cette thématique hante constamment l'esprit du jeune Jiro. Cette obsession est telle que, même au restaurant, alors que ses amis mangent tranquillement, lui non. Lui, il réalise que l'arête de son maquereau ferait une forme parfaite pour une aile d'avion. Il se rend compte que cette courbe pourrait avoir une excellente prise au vent. Il a en effet appris qu'un corps placé dans un écoulement subit une force aérodynamique, dont l'une des composantes est la force de portance. Et il sait qu'un des moyens de maximiser cette force, c'est justement de jouer sur la forme de l'objet. Voilà ce qu'on entend par obsession. À cet instant, en analysant cette simple arête, il pense malgré lui à tout ça, en revenant sans cesse à son envie de créer l'avion parfait. Bon après, c'est beaucoup d'extrapolation sur une simple scène, mais t'as compris où je voulais en venir. Jiro Horikoshi est avant tout un passionné de sciences et de technique, voilà pourquoi il poursuivra cette voie avec des études d'ingénierie aéronautique à l'université de Tokyo qu'il achèvera en 1927. Des études qui se solderont par la réalisation de son rêve d'enfant, puisqu'il sera recruté dans la foulée en tant qu'ingénieur par une entreprise bien connue, Mitsubishi Heavy Industries. Alors oui, Mitsubishi, c'est encore aujourd'hui un puissant conglomérat japonais composé de plus de 300 sociétés dans divers domaines. Vous les connaissez sûrement pour Mitsubishi Motors, leur filiale automobile qui opère depuis 1970. J'arrive brûlant comme le pot d'une Mitsubishi. Mais faut savoir qu'à ses débuts, Mitsubishi était simplement une industrie navale qui s'est ensuite diversifiée, notamment dans l'aéronautique, avec donc la filiale que rejoint Jiro Horikoshi, celle pour laquelle il dirigera la conception des fameux avions dont on va parler. Enfin, à ce moment du film, c'est donc la vie d'adulte de ce Jiro Horikoshi fictif qui nous est racontée, celle d'un ingénieur passionné qui voue une véritable obsession à son travail.
On comprend alors que les intuitions du jeune Jiro étaient bonnes, il a bel et bien trouvé sa voie dans l'aviation. Et d'ailleurs, ses performances et son talent ne tarderont pas à être récompensés par une ascension méritée chez Mitsubishi, avec des promotions successives qui le mèneront à la direction de projets plus importants. Parce qu'il faut aussi bien comprendre qu'à cette époque que je vous raconte, les efforts de guerre s'intensifient au Japon, et le besoin de jeunes ingénieurs dynamiques est plus que jamais présent. En ces temps difficiles, l'industrie militaire doit aller plus vite que jamais, redoublant d'efforts pour repousser les limites de l'innovation afin de dépasser technologiquement ses adversaires. Et c'est dans ces moments que naissent les armes les plus destructrices. Dans le film Your Name de Makoto Shinkai, le Japon qui nous est montré, c'est un Japon moderne, celui qui nous fait tous rêver, avec la grande ville de Tokyo sublimée par des visuels hors du commun. En revanche, dans Le vent se lève, on plonge dans un Japon bien différent, celui des années 20, beaucoup plus rural, moins développé, et donc bien loin de celui de Makoto Shinkai. Mais alors, que s'est-il passé entre ces deux époques ? Eh bien pour le comprendre, il faut se plonger dans l'histoire du Japon. Déjà, faut bien comprendre que le Japon des années 20, il ne s'est ouvert sur le monde que depuis assez peu de temps, puisque pour rappel, jusqu'au milieu du 19e siècle, le Japon était un territoire isolé et fermé au monde extérieur, une période qu'on appelle l'ère Edo. Je vais pas m'étendre sur ce sujet, mais pour ceux qui ont la ref, c'est un peu comme Wano Kuni dans One Piece, avec les affaires de Shogun, tout ça. Bref, à l'époque racontée au début du film, le Japon est donc encore dans sa phase de transition. Il est en train de s'industrialiser à grande vitesse et de monter en puissance, si bien qu'à partir des années 1930, il se militarise fortement et entame une politique expansionniste, principalement pour gagner plus de terres et de ressources. C'est donc dans ce contexte qu'en 1931, le Japon a déjà envahi la Corée et commence à envahir une partie de la Chine, une expansion qui se poursuivra les années suivantes jusqu'à l'invasion de l'Indochine en 1940. Enfin à cette époque, le Japon c'était pas des gentils quoi. C'est réellement l'endroit parfait pour tout oublier. La guerre contre la Chine, oublié. Le gouvernement fantoche de Mandchourie, oublié. Le retrait du Japon de la Société des Nations, oublié. Avoir pour ennemi le monde entier, oublié. Le Japon finira par exploser. Et l'Allemagne subira le même sort. Tout ceci nous amène donc dans les années 40, où le Japon embrase le Pacifique, et où dans le même temps, l'Allemagne embrase l'Europe. Deux destins similaires qui lient les deux nations, et qui par la force des choses, amènent le Japon à rejoindre la guerre mondiale en s'alliant aux puissances de l'Axe. Or, parmi les ennemis des puissances de l'Axe, on retrouvera les États-Unis, dont on va justement parler à l'instant. Puisqu'à cette époque, désireux de gagner encore plus de terrain dans le Pacifique, les Japonais décidèrent de s'en prendre directement aux Américains. Voilà comment le 7 décembre 1941 eut lieu une attaque surprise contre la base navale de Pearl Harbor à Hawaï. C'était alors bel et bien les Japonais qui venaient de s'en prendre subitement aux Américains, précipitant ainsi l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que ce fameux jour, parmi les avions qui menaient le premier assaut sur Pearl Harbor, on comptait un total de 43 Mitsubishi A6M0, la plus célèbre création de Jiro Horikoshi. Mais alors comment Jiro, si innocent d'apparence, en était venu à créer des avions militaires ? Eh bien, comme on l'a dit, pour répondre aux besoins de la guerre, il fallait à l'armée japonaise des avions militaires performants. Maintenant notre client, la marine impériale. C'est donc dans ce contexte de guerre que Mitsubishi Heavy Industries, l'entreprise de Jiro, se mit au service de la marine impériale et que le génie d'Horikoshi se révéla. Ainsi, après avoir travaillé sur de premiers projets d'avions militaires comme le 1MF-10, Jiro s'illustrera réellement pour la première fois avec le Mitsubishi A5M, un avion marquant mis en service en 1936. Il avait alors contribué à la conception du premier chasseur embarqué monoplan au monde. Et pour l'anecdote, c'est d'ailleurs ce modèle, n'ayant donc qu'une seule paire d'ailes, qui est le plus représenté dans le film, puisque l'époque décrite dans Le vent se lève, c'est surtout celle où Jiro développait cet appareil. Et pourtant, comme on l'a dit, la réalisation d'Horikoshi qui marquera le plus l'histoire, c'est le modèle d'après, celui qu'il finalise à la fin du film. Voici votre œuvre, le fameux Zéro. Mais alors, pourquoi cet avion en particulier est-il considéré comme l'un des plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale ? Bah tout simplement parce qu'à son introduction, en 1940, le A6M0 était perçu comme un avion révolutionnaire. C'était un véritable avion d'attaque, léger, ultra maniable, équipé de 2 canons et de 2 mitrailleuses, avec un rayon d'action bien supérieur à celui de ses concurrents. Il doit pouvoir effectuer 3000 km avec des mitrailleuses et des obus à découvert. Il était aussi plutôt rapide, capable d'atteindre plus de 500 km/h.
Un train d'atterrissage rétractable? C'est indispensable pour voler à 270 nœuds. 270 nœuds, ce qui fait 500 km/h. Bref, c'est un avion surprenant de la part des Japonais. Et ses performances se sont d'ailleurs rapidement fait ressentir sur le champ de bataille, puisqu'on raconte que pour une de ses premières sorties en 1940, pendant une bataille dans le Pacifique contre les Chinois, les Zero déployés n'auraient subi aucune perte, tout en abattant une vingtaine d'avions ennemis. Alors oui, cet avion semble impressionnant, mais on peut quand même souligner le fait que ses premiers succès sont aussi sûrement à allouer aux pilotes japonais, qui étaient visiblement extrêmement bons puisque très bien formés. Mais tout de même, avec le Zero, on a un avion très compétitif, du fait notamment de sa légèreté. Une légèreté qui, bien que due à des choix intelligents dans sa conception, comme l'utilisation d'un alliage d'aluminium innovant, cachait en réalité des compromis dans son design. Par exemple, le Zero était très peu blindé, ce qui le rendait certes plus léger, mais aussi beaucoup moins sûr pour ses pilotes. Et on ne nous autorise même pas à les renforcer. Il n'y a que la durée de vol qui les intéresse. On ne peut pas alourdir la charge. Et en creusant un peu, on se rend vite compte que beaucoup des qualités apparentes de cet avion finiront en fait par se révéler comme étant ses principaux défauts. Des faiblesses qui font que bien vite au cours de la guerre, cet avion deviendra complètement obsolète. Une obsolescence qui s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, avec le temps, ses adversaires avaient mieux compris ses faiblesses, ce qui leur a permis de développer des stratégies spécifiques pour le neutraliser, comme la technique du boom and zoom. Puis évidemment, il y eut les avancées technologiques impressionnantes des puissances alliées, notamment avec des armes anti-aériennes de plus en plus efficaces et avec des avions plus performants qui ont bien vite surpassé le Zero. On peut par exemple citer le Grumman F6F L4 ou encore le Vogt F4U Corsair. Et je m'excuse pour la prononciation. Enfin, en somme, le Zero était un bon avion d'attaque au début de la guerre, mais juste un avion d'attaque et seulement au début de la guerre. Et notre histoire aurait pu s'arrêter là. Mais le truc, c'est que plus tard dans la chronologie de la guerre, le Japon était affaibli et poussé dans ses retranchements. Sauf que malgré ça, il ne s'avouait pas pour autant vaincu et tentait alors le tout pour le tout. Voilà comment le Zero passa d'un pionnier à une des dernières lignes de défense japonaises. En effet, malgré son obsolescence, il était toujours utilisé en première ligne, à défaut de pouvoir produire des modèles plus performants dans les délais courts exigés par la guerre. C'est ainsi que la plupart des meilleurs pilotes japonais périrent en combat. Or, la qualité de ces pilotes et de leur formation était un atout majeur pour le Japon. Mais face à l'urgence et la pénurie de pilotes, les nouvelles recrues devaient être formées très rapidement, quitte à perdre en qualité. Bref, le Japon, confronté à une pénurie de pilotes expérimentés et de ressources, ne renonçait pas pour autant. Ainsi, les jeunes générations endoctrinées étaient tout de même poussées au combat. Et c'est tout ce contexte désespéré qui a donné naissance à l'un des aspects les plus tragiques de la Seconde Guerre mondiale. Car dans cette situation, l'utilisation des avions japonais, dont le Mitsubishi A6M0, fut totalement détournée de leur fonction originelle. Chaque avion était alors piloté par un jeune pilote, parfois à peine formé, équipé d'une bombe de 250 kg, à qui on donnait juste assez de carburant pour atteindre sa cible. Le pilote était ensuite invité à décoller, à se diriger vers un navire ennemi et à s'y écraser pour maximiser les dégâts. Oui, cette histoire, c'est bien celle des kamikazes, ces jeunes pilotes souvent à peine initiés, envoyés en mission suicide pour leur pays. Tout ça pour dire qu'au final, le Mitsubishi A6M0 a laissé un héritage cruel. Il ne finit par être qu'une machine à donner la mort, très loin de l'utilisation que le jeune Jiro Horikoshi aurait pu imaginer. Un constat tragique qui va maintenant nous amener à réfléchir sur la responsabilité d'un homme comme Jiro dans cette situation. Pour introduire cette réflexion sur la responsabilité du scientifique vis-à-vis de ses créations, le film utilise une mécanique bien particulière, les rêves lucides de Jiro Horikoshi. Des rêves où Jiro rencontre systématiquement Giovanni Battista Caproni. Caproni étant un autre personnage qui a réellement existé et qui fut un célèbre ingénieur aéronautique italien de la génération précédant celle d'Horikoshi. On comprend alors que ce dernier a un rôle de mentor pour Jiro. Et ce qu'on peut dire sur Caproni, c'est déjà qu'il a réalisé des modèles au design assez atypique, qui sont d'ailleurs imagés dans le film avec toutes sortes de créations improbables, mais faut surtout savoir qu'il a lui aussi œuvré à la création d'avions de combat, comme le Caproni CA-44, un bombardier lourd lancé en 1916 qui fut utilisé pendant la Première Guerre mondiale, un fait qui est bien sûr référencé dans le film. Regardez-les. Ils partent bombarder des villes ennemies. Nombre d'entre eux ne reviendront jamais. Puis lors de la Seconde Guerre mondiale, Caproni fut accusé de complicité avec le régime fasciste et de collaboration avec l'occupant allemand. Nombre d'éléments qui donc remettent en perspective la vision qu'on peut avoir de ces rêves lucides de Jiro. On comprend alors le parallèle entre les deux personnages et on saisit mieux pourquoi les dialogues entre eux sont en réalité un moyen pour Miyazaki d'illustrer les doutes de Jiro vis-à-vis de ses créations. Si vous aviez le choix, vous opteriez pour un monde avec des pyramides ou sans pyramides ?
Des pyramides? Oui, dans ces scènes, Jiro s'interroge sur l'aspect moral de son travail, et il cherche d'une certaine manière à se rassurer sur le chemin qu'il veut suivre. Néanmoins, j'ai choisi pour ma part un monde avec des pyramides. Et vous, que choisissez-vous? Et ce dualisme entre la passion de Jiro et la destruction qu'elle va engendrer se retrouve aussi très bien dans ces scènes où les rêves lucides virent au cauchemar. Ces moments où les rêves de Jiro se voient absorbés par quelque chose de plus grand, comme si son simple désir de concevoir des avions était de toute façon destiné à être vampirisé pour des causes tragiques. Les êtres humains ont toujours rêvé de voler, mais ce rêve est aussi une malédiction. L'avion a un destin funeste, on a fait de lui une arme de guerre, de destruction massive. Via son approche, Miyazaki montre alors un Jiro qui n'a jamais vraiment voulu faire le mal, mais qui en quelque sorte n'était qu'un rêveur des temps tragiques, un homme dont le talent a été mis au service de causes qui le dépassaient. Le vent se lève aborde alors ici la corruption des rêves des gens dans le monde et l'incapacité de l'homme de se détacher de la poursuite de ses rêves malgré cette corruption, une idée qui résonne bien avec la citation phare du film. De toute façon, le vent se lève, donc il faut tenter de vivre. 非常に多くの人たちが志半ばに挫折しています。その挫折も含めて僕は彼らが好きなんです。 Pour autant, Miyazaki ne se concentre pas trop sur la moralité du personnage, ce qui a d'ailleurs été un reproche fait au film, d'aborder avec trop de légèreté la thématique de la guerre, mais faut comprendre qu'avant de faire un film sur la guerre, Miyazaki voulait surtout faire un film sur un jeune garçon dont le rêve est de créer des avions. Le Japon va exploser. On n'est pas des marchands d'armes. Nous, on veut juste construire des bons avions. C'est vrai. À présent, revenons-en au parallèle avec des personnages réels, qu'on a initiés avec Horikoshi et Caproni, puisque plus subtilement cette fois-ci, il y a un troisième homme réel qui émerge dans le film, Hugo Junkers. Cet autre personnage, il est introduit lorsque Jiro visite l'Allemagne en quête de savoir-faire, puisque oui, le modèle qu'on voit là, c'est bien le Junkers G38. C'est le G38. Avec ce visuel, on a donc une référence à un autre ingénieur aéronautique allemand qui a réellement existé. C'est le professeur Junkers. Junkers, un pionnier dans le secteur de l'aviation, puisqu'il fut le premier à construire un avion monoplace entièrement métallique, le Junkers J1, qui vola pour la première fois en 1915. D'ailleurs, pour ceux que l'histoire de l'aviation intéresse et qui sont en région parisienne, je vous conseille le musée de l'air et de l'espace, si vous avez l'occasion d'y aller. Ok, maintenant, ce qu'il faut souligner dans l'histoire des Junkers, c'est que lorsque les nazis sont arrivés au pouvoir dans les années 30, ils ont bien sûr voulu s'emparer de son industrie, au profit du réarmement de l'Allemagne. Sauf que lui, il s'y opposa courageusement, et on comprend alors pourquoi il fait une sorte de bon contre-exemple pour Miyazaki, quelqu'un qui a refusé de détourner son savoir-faire à d'autres fins. Le professeur Junkers a quelques ennuis. Quel genre d'ennui? À force de combattre le gouvernement, il finira par être anéanti. Vous voulez parler du gouvernement d'Hitler? Malheureusement oui, l'histoire n'est pas si simple et malgré l'opposition de Junkers, sa société fut reprise de force, devenant finalement une entreprise clé de l'aviation militaire allemande pendant la guerre. On comprend alors avec cet exemple comment dans de telles circonstances, la responsabilité individuelle semble finalement limitée. Même en refusant d'obtempérer, l'inévitable se produira, comme si même sans Jiro, l'histoire aurait été la même. Enfin, tout cela est très complexe et bien que Jiro était certainement conscient du mal, d'une certaine manière, lui voulait juste créer, innover, sans questionner sa responsabilité. Dans le film, il est d'ailleurs présenté comme quelqu'un qui cherche juste à bien faire, sans se poser plus de questions. Alors, êtes-vous prêt? Je ferai toujours de mon mieux. Je ferai toujours de mon mieux. Tu n'as même pas écouté. C'est vrai. Bref, Jiro Horikoshi avait sûrement beaucoup de talent, mais il est arrivé au mauvais moment de l'histoire. 兵器として使われることは分かっていたと思いますが、それが核も破滅的な戦争につながるとは彼は思ってなかったろうと思いますね。 Toujours est-il qu'après la guerre, le vent a continué de se lever et Jiro Horikoshi a continué de vivre. Il a ainsi terminé sa carrière en enseignant à l'université de Tokyo avant d'écrire ses mémoires sur le développement du zéro en 1970. Et d'après ses mémoires, il semble bien qu'il était fier de l'ingénierie et de l'innovation derrière le zéro, mais qu'il regrettait profondément que ses créations aient été utilisées dans un conflit destructeur. Puis il décédera en 1982 à l'âge de 78 ans des suites d'une pneumonie. Maintenant, après avoir exploré comment le rêve de Jiro a été corrompu, nous allons voir comment l'obsession de réaliser ce rêve l'a lui-même corrompu et aliéné. Un parallèle parfait pour comprendre à quel point ce film en dit en réalité beaucoup sur Hayao Miyazaki lui-même.
Bien sûr, Le vent se lève est un biopic particulier, déjà de par son format animé, mais aussi parce que le portrait de son personnage principal semble encore plus fictionnel que ce qu'on a l'habitude de voir avec ce genre de film. Une idée qui renforce un sentiment qu'on peut avoir en voyant le film, celle que dans ce personnage fictif de Jiro Horikoshi, on retrouve en réalité beaucoup de Hayao Miyazaki lui-même. Déjà, en abordant le sujet de la tuberculose avec la maladie de Naoko, Miyazaki est très certainement touché personnellement par ce thème, sachant que sa propre mère a souffert de cette maladie qui a finalement causé son décès. Mais ce n'est pas le seul parallèle qu'on peut faire entre Jiro et Miyazaki. Par exemple, quand on connaît la productivité et la force de travail de ce dernier, qui prépare d'ailleurs visiblement encore un film à 83 ans, eh bien on peut voir du Miyazaki dans toutes ces scènes où l'obsession d'Horikoshi pour son travail est mise en lumière. Une obsession qui va parfois très loin, comme dans ces moments où Jiro, bien que dévasté par l'état de Naoko, ne peut se résoudre à s'arrêter, continuant à griffonner son cahier tout en faisant couler des larmes dessus. Une obsession dans sa quête qui persiste même au seuil de la mort de Naoko, où ce dernier continue de travailler tout en tenant la main de sa femme mourante. J'ai envie d'une cigarette. Je peux sortir 5 minutes? Non, tu peux fumer ici. C'est mauvais pour toi. Ça ne changera rien. Naoko finissant alors par s'éteindre au moment même où Jiro concrétise sa plus grande création, le zéro, symbolisant au passage le destin tragique qui attendait cet avion. Bref, on pourrait pousser le parallèle plus loin, mais restons-en à ce constat. Dans ce biopic de Jiro Horikoshi, il y a en réalité beaucoup de Hayao Miyazaki lui-même. Et au final, avec Le vent se lève, on a comme promis affaire à un film assez triste, mais qui avec du recul, quand on écoute son auteur en parler, transmet tout de même un message encourageant. 堀達夫もそういう時代に生きたんです。まさにどこに向かっていくこう覚悟していくかわからない時代の中で生きたんです。だから我々も彼らと同じように胸を張っていきなきゃいけないと思ってるんです。Oui, comme l'évoque le simple titre du film, quoi qu'il arrive demain, le soleil brillera, la ville s'éclairera et le vent se lèvera. ポール・バレリーの風たちのいざ生きめやもっていうその言葉は今でも本当にその通りなんですよね。J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, ce nouveau format, c'est vraiment celui que je prends le plus de plaisir à faire, donc donnez vos feedbacks en commentaire, mais c'est sûr que je vais continuer. Là, je vise Billion Dollars Code et Oppenheimer pour les prochains a priori. En attendant, je suis désolé, niveau productivité, cette année, c'était pas fou, et hormis peut-être un spéculation sur Squid Game que j'ai écrit mais dont je suis pas sûr, ça devrait malheureusement continuer comme ça les prochains mois, mais bientôt, je vous promets que ça devrait aller mieux. Bref, je vous rappelle que vous pouvez profiter des Black Friday Emma en passant par mon lien en description et en utilisant le code GOTABOR pour 10% supplémentaire. Je vous remercie sincèrement pour votre soutien, à la prochaine, peut-être pour la vidéo sur Squid Game, je vais voir.